Salut, bienvenue dans cette vidéo de vlog numéro 5. Donc un vlog sur mon quotidien d'artisan coutelier, de bushcrafter, de youtubeur et de randonneur. Donc dans ce vlog on va voir quelques aspects de mon quotidien en rapport avec ces thèmes, sauf ma vie privée. Alors comme souvent, pour ceux qui ont vu les autres vlogs, donc je vous invite à regarder les précédents. Je vous mets la playlist en fiche et puis dans la description. Donc comme souvent, je commence la journée à la fraîche avec une bonne marche. Pour ceux qui ont suivi le vlog précédent, je vous avais montré mon arc à poulie de Solognac. Et du coup j'ai reçu en différé, donc là j'ai vu en rentrant de la marche le colis. Donc ici nous avons des pointes cibles et j'ai reçu en différé des lames de chasse. Donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ce sont des lames qu'on vient monter sur le bout des flèches. On vient dévisser le bout, je vais vous montrer. Voilà à quoi ressemblent les lames de chasse. Donc petite précision, ce sont des lames de chasse qui sont faites pour chasser le grand gibier. Et pour ça, donc, il faut le permis de chasse, bien entendu, et avoir fait la journée de formation JFO. Et c'est pas du tout adapté au petit gibier, donc dans ce cas-là, il faudra des assommoirs. Donc moi, je ne suis pas chasseur, mais j'ai trouvé intéressant de vous montrer ça. Donc ça fera partie de la vidéo dédiée à l'arc à poulie. Donc je vais quand même vous montrer un petit peu ce que ça donne une fois que c'est monté sur la flèche. Voilà la différence. Donc ici on a la pointe cible et là la lame de chasse. Donc il y a trois parties avec de l'acier inoxydable qui est affûté. Et pour les mettre et changer, en fait c'est tout simple. On vient dévisser la pointe ici parce qu'il y a un insert à l'intérieur. Et on vient tout simplement visser l'autre à la place. Voilà, on a notre pointe, notre lame de chasse qui est montée ici sur la flèche. Voilà au niveau des coulisses de YouTube. Donc là je viens de finir le montage du défi Bushcraft numéro 3. Et du coup là je suis en train de faire l'importation de la vidéo. Donc c'est une vidéo qui fait approximativement 3 minutes et il me reste encore 2 heures d'upload à 8%. Donc là je suis dans le bureau puisque je travaille sur le cuir. Pour les personnes qui avaient suivi le précédent vlog, donc je suis en train de travailler sur l'étui pour un kabar. Et ici j'ai fait mes premières découpes sur le cuir. Donc j'ai commencé le patron sur papier avec le dessin. Et ensuite j'ai commencé à découper ma base, on va dire. Donc au moins j'aurai les dimensions vraiment réelles. Et ensuite à partir de cette première partie de l'étui, je vais continuer à travailler sur mon patron papier. Donc comme ça je serai sûr d'être très bien ajusté. Et il va falloir également que je fabrique une petite cale pour venir réaliser la petite sacoche sur laquelle va venir la petite pince. Je vais vous montrer ça. Donc je pourrais mouler directement la pince autour du cuir, donc comme c'est un tannage végétal, je peux venir le mouler exactement à la forme. Seulement là, ce que je voudrais, c'est faire une sacoche qui vient prendre à peu près la forme pour avoir la bonne taille, mais sans être vraiment moulé, pour juste pouvoir venir glisser et sortir la pince à l'intérieur. Donc je vais me fabriquer une petite cale qui reprend à peu près les dimensions, et on va voir ça ensemble. Voilà, c'est la pince que je dois venir mettre sur l'essuie. Donc il y a plein de petites formes un petit peu spéciales ici. Donc je pourrais venir prendre une pièce de cuir, la mouiller, puis la mouler exactement à la forme pour que ça vienne prendre. Mais moi ce que je voudrais, c'est faire quelque chose qui vient à peu près à la dimension pour pouvoir venir glisser et sortir la pince sans forcément que ce soit moulé. Du coup ce qui va se passer, c'est que je vais venir fabriquer une cale en bois. Donc là c'est un étui pour des piles. Mais je vais faire quelque chose en bois qui va ressembler à peu près à la dimension de la pince. Donc je vais prendre ici la hauteur, la largeur.
pour venir constituer cette petite cale. Et c'est autour de cette cale, donc il y aura juste pas cette forme là, mais des formes plus basiques, on va dire, que je vais venir, comme ça, comme ici, que je vais venir mouler mon cuir. Du coup ensuite ça va faire juste la forme à venir placer sur l'étui. Et sur le côté ici, je vais laisser une petite marge pour pouvoir venir clouer le rebord du cuir dessus. Parce qu'une fois qu'il va être moulé, donc ça va être mouillé, je vais le laisser sécher pendant un moment. Et en fait, une fois que ça sera sec, comme c'est du tannage végétal, ça va garder exactement cette forme-là. Et ensuite, ça me permettra de pouvoir venir, avec les petits rebords ici, que je couperai bien droit, coudre ensuite sur le reste de l'étui. Donc là, je vais faire un petit peu le passe-sans ceinture de cet étui pour avoir déjà la première base, puisque c'est un étui, comme on l'avait vu, qui va être en plusieurs couches. Donc on va avoir la couche du bas, le martyr, la couche du haut. La sacoche du Laserman sera cousue par-dessus la couche du haut. Le passant ceinture sera cousu par-dessous la couche du bas. Donc ça fait beaucoup de petites couches. Et ensuite sur la couche du haut, je vais venir coudre un rabat pour refermer la sacoche qui est donc sur la couche du haut. Et sur le passant ceinture, je viendrai coudre un petit passant pour bloquer le manche. Donc voilà, un beau petit sandwich. Donc ce que je vais faire dans l'immédiat, c'est me concentrer sur le passant ceinture. Comme ça, en fait, je me fais un petit peu la base de l'arrière de l'étui. Une fois que j'aurai ça, je me concentrerai sur la fabrication de la petite cale pour la pince que je viendrai ensuite placer par le dessus. Et donc comme on l'a vu dans le vlog précédent, donc si ça vous intéresse, je vous laisse jeter un œil. J'avais réfléchi à où placer mes points de couture par rapport au martyr, par rapport à la sacoche, ce genre de trucs là. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse jeter un petit œil sur l'autre vidéo de vlog dans laquelle j'ai expliqué le pourquoi et du comment du patron. Et je vais continuer sur l'étui. Alors pour les patrons, dans la mesure du possible, je viens tout le temps prendre du brouillon. Donc même si y a déjà quelque chose d'écrit ou ce genre de choses, que toute la feuille est écrite, même c'est pas grave, puisque ensuite on vient juste le couper, etc. Donc là, pour que ce soit plus propre, j'ai la même feuille que j'avais lorsque j'ai dessiné le premier patron. Mais voilà, dans l'idée, c'est toujours mieux de venir recycler pour utiliser le moins de papier neuf possible. Donc voilà ce que ça va donner ici. Donc là j'ai ma couche inférieure, mon martyr. Donc le martyr il est à la taille pilos du couteau, comme ça. Voilà, donc en fait c'est un étui dans lequel je viendrai simplement le glisser et le remettre. Ça s'arrêtera à la garde ici. Donc en fait ça vient se poser. C'est pas un étui qui va être refermé sur lui-même comme sur mes autres couteaux ici. Ce genre de couteau là, ce genre d'étui. Donc l'épaisseur de lame correspond à peu près à mon martyr, plus l'élasticité un peu du cuir, donc normalement ça ne devrait pas poser de problème. Et ensuite à partir de là, donc je vais poser tout ça sur mon papier, venir prendre mes repères, mes marques, pour faire le passant ceinture. Donc le passant ceinture ici fera à peu près la largeur du manche, peut-être un tout petit peu plus ici pour que ça dépasse légèrement sur le côté. Et c'est un passant qui va arriver au bord de la ceinture pour ne pas avoir le manche qui vient taper dans le flanc. Donc ici c'est un étui que je réalise sur mesure pour une personne qui m'a demandé ça pour son couteau. Mais pour mes couteaux, perso, j'ai plus tendance à réaliser des étuis comme on l'a vu juste avant. Donc replié avec une rétention chaussette. Donc perso c'est ce que je préfère, ce que je trouve le plus pratique. Une fois qu'on a la ceinture en forêt, on vient simplement mettre le couteau dedans, le faire glisser à l'intérieur. Donc c'est un port que j'apprécie bien et que j'ai sur mon texte perso et que j'utilise en bivouac dans mes sorties. Et bon, ça me correspond bien, donc moi je reste sur un port comme ça et je propose mes étuis de base de cette façon là. Donc les étuis de base en gros ça va être comme ça, sans les options, donc il n'y a pas cette partie. Et ici c'est cousu simplement au lieu d'avoir le tressage en cuir. Et voilà, c'est cette forme en rétention chaussette. Donc ça c'est mes étuis de base, que j'appelle de base. Mais en réalité, pour les personnes qui se posent des questions, des fois, la différence entre un étui de base ou un étui qui a des options,
en fait ça va être un choix plutôt esthétique, avec un bas qui est carré au lieu de pointu, ou alors un lacet cuir au lieu d'une couture, ce genre de détail là, un repoussage ou pas de repoussage, mais en soi c'est la même qualité, donc c'est le même cuir qui est utilisé, donc ça ne change rien du tout à la qualité entre un étui de base et un étui avec option. C'est avant tout je dirais une différence esthétique, ou avec différentes options, mais pas du tout une différence qualitative. Voilà, comme on le disait, je fais parfois référence au vlog précédent. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à regarder les autres vlogs. Donc peut-être que j'y ai déjà répondu. Et si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Et si je peux vous répondre, je vous répondrai voir un petit peu. Ou alors par exemple, tiens, comment est-ce que je sais pas quoi, un truc. Et en fait moi je peux me dire, tiens, j'en parlerai au prochain vlog ou ce genre de choses. Donc ça pourrait être pas mal de faire un peu quelque chose qui va nous permettre des échanges au fur et à mesure des vlogs. Ça peut être sympa aussi. Donc voilà, pour l'instant en tout cas, je viens de faire le contour de mon manche. Donc moi j'ai tendance à faire des tracés pleins de lignes. Donc à la base c'est des lignes assez basiques, parallèles, perpendiculaires, ce genre de choses là. Et ensuite je viens travailler dedans pour pouvoir ajuster, faire des courbes, ce genre de choses au besoin. Et du coup c'est un travail qui est assez long, mais assez intéressant, hein. Donc ça permet de toucher beaucoup de matière, de faire beaucoup de choses, donc du dessin, travail du cuir, travail de l'acier, travail du bois. Et pour les courbes je vais vous montrer un petit peu. Donc soit des fois je les fais au feeling, donc je viens dessiner un truc comme ça, ou alors j'ai des petits outils, donc par exemple ici, comme ça, qui vont me permettre de faire des petites formes ici, un arrondi ou ce genre de choses. Et j'ai 2-3 autres outils, je vais vous montrer ça. Voilà pour mes autres outils, donc rien de trop spécial, c'est ce qu'on appelle un pistolet. Donc là j'en ai de différentes formes, ça permet de venir se caler, puis si on a besoin, je sais pas, par exemple de faire une forme au bout d'un étui ou même un dessin de couteau, lorsque j'ai besoin et tout, je peux venir me servir de ça pour faire quelque chose de propre. Donc voilà, vous avez compris l'idée. Et sinon j'ai aussi cette règle souple, donc ça c'est pas trop mal. C'est pas extraordinaire non plus, mais c'est pas trop mal. Parce qu'en fait, on va pouvoir la façonner comme on veut. Et on va venir suivre une courbe. Donc, parfois, il m'arrive d'avoir plusieurs points à rejoindre. Ici et là, par exemple. Tac. Ces deux points-là. Tac. Et du coup, je vais venir placer ma règle dessus. Je lui fais prendre la forme que je veux. Voilà. Par exemple, ici, ça tombait bien. Et je viens suivre ici ma courbe. Donc pas extraordinaire parce que forcément on va être un petit peu limité au bout d'un moment, on ne peut pas faire exactement les formes qu'on veut. Mais c'est plutôt sympa, ça rend service, c'est quelque chose qui peut être pas mal. Donc je m'en sers pareil pour des fois les dessins des étuis ou les dessins des couteaux. Donc bien entendu pour tracer une ligne de droite après ça va être compliqué parce qu'il faut la remettre en position. Mais bon sinon pour les lignes droites j'ai des règles, des équerres. Voilà, plutôt basique quoi. Et ça me permet de venir un peu faire tous les dessins dont j'ai besoin, en tout cas pour mon travail. Alors regardez-moi ça, ce que j'ai trouvé il y a quelques temps. Une méga poêle. Donc pour le bivouac. Donc j'ai l'impression d'être Sam Gamgee dans le Seigneur des Anneaux. Donc un bon petit hobbit avec ma petite poêle sur le dos. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être pas mal, je sais pas si on peut manger dedans, mais j'ai trouvé ça il y a un moment là. Je me suis dit que ça pourrait être sympa, peut-être mettre en déco, ou alors pourquoi pas l'amener un coup en bivouac. Donc voilà, si vous voulez que je l'amène en bivouac, mettez le Hobbit dans les commentaires. Bon, sinon pour poursuivre ce qu'on a vu dans le vlog précédent, j'ai fait mon ponçage des moutures ici, donc à la main, sur l'occitan qu'on peut voir ici. Donc voilà ce que ça donne, avec ce côté qui est déjà réalisé. Donc il va falloir que je passe de l'autre côté, donc ça rend le couteau très propre ici, ça enlève les traces laissées par le backstand. Donc il me reste à faire l'autre côté et poncer aussi les deux autres couteaux que j'ai en cours. Donc un travail qui est assez long, mais en prenant le temps ça se fait bien. Voilà, de temps en temps j'en profite pour venir prendre des photos.
Et du coup je vais pouvoir les partager sur la page ou simplement les envoyer aux futurs propriétaires du couteau. Donc voilà, de temps en temps je fais quelques petits clichés du travail en cours. Voilà, je pense. Donc entre ça et la marche et les autres choses du quotidien, on dort bien le soir. Et là du coup je surveille l'heure en même temps parce que je vais chercher les petits à l'école. Du coup je pense un maximum. Continue le travail jusqu'au dernier moment. Donc je vais parfois à pied, parfois en voiture. Donc, voilà. On rentabilise au maximum le temps. Et on pense. Du coup de vous avoir parlé de la poêle ici tout à l'heure, ça me fait penser, je vais vous montrer un petit peu l'acier que j'ai. Donc il y a de l'acier que j'achète et de l'acier que je récup. Donc de ce côté là il y a l'acier de récup qui sert pas du tout pour les couteaux mais pour le bricolage et des trucs comme ça. On va dire de l'acier doux, des fers à béton, ce genre de choses. On a vu que je fabriquais pas mal de petits trucs pour l'atelier. Donc dès que j'ai quelque chose qui correspond pas à la taille ou que j'ai besoin de modifier, ben, je me fais les modifs tout seul. Donc en soudant. Donc on verra quelques fois peut-être des bricolages comme ça. Et au niveau de la soudure, j'avais aussi fait le pied d'un gros étau de 50 kg qu'on avait vu en vidéo. Donc je vous mets le fiche et le petit lien dans la description. Et sinon on va voir un petit peu l'acier que j'utilise pour les couteaux. Alors pour les couteaux, donc il existe énormément de types d'acier différents. Et moi j'étais parti pour faire mon Tex et mes premiers couteaux sur du XC75, donc on va dire qu'il y a un petit peu entre guillemets la base de la coutellerie. Et je me suis dit que peut-être je finirais par changer d'acier ou proposer différentes gammes ou ce genre de choses. Et finalement en fait j'ai été vraiment content de ce que ça donne sur mon Tex. Donc à savoir que c'est le couteau que j'utilise depuis 2016 dans tous mes bivouacs, dans toutes mes sorties. Été comme hiver, dans la neige, dans la boue, dans la pluie, etc. Bon, vous avez vu dans les bivouacs, et pour les personnes qui n'auraient pas vu et qui me connaissent via ce vlog, vous pouvez regarder la playlist Bivouac Bushcraft sur ma chaîne. Vous verrez un petit peu le type de sortie qu'on réalise tout au long de l'année. Et du coup, bah, j'étais vraiment très content des résultats donnés par le Tex. Donc au niveau de la résistance, lorsqu'on vient bâtonner, la résistance du fil, bah, toutes les choses, quoi. J'étais vraiment content de cet acier. Du coup, je suis resté sur ce type d'acier là. D'autant plus que c'est un acier que je peux traiter moi-même à la forge. Donc tous les traitements thermiques, je les réalise tout seul. Et du coup, je trouvais ça très intéressant puisque ça me permet d'avoir un couteau que je fais vraiment de A à Z. Donc autant bien sur le couteau que sur l'étui. Et comme j'ai aimé ce type d'acier là, donc comme je vous le disais, je suis resté dans cette catégorie qui pour moi suffit amplement, en tout cas donne les résultats que j'espère pour ma propre volonté sur les bivouacs. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne avec l'acier que je reçois en barre et l'autre que je récupère. Alors pour l'acier que j'achète, en fait c'est ce qui est placé sous l'établi ici. Donc c'est l'acier que je reçois en barre comme ça. Donc différentes tailles, différentes épaisseurs. Donc je travaille sur du XCC75, du DNH7 XC75 ou du C130 ici, dans les différents aciers que j'ai. Donc là par exemple c'est une barre en 3 mm. Voilà, donc je pars d'une barre en fait tout simplement. Ce que je viens soit forger, soit que je travaille en enlèvement de matière. Voilà, je vais vous montrer un petit peu 2-3 exemples ensuite au niveau de la forge, voir ce que ça peut donner. Et sinon ici on a des nuances d'acier, donc qui correspondent à de l'acier ressort comme on appelle ça. Donc ici, des gros ressorts qu'on peut voir ici. Voilà, j'ai des gros ressorts, des petits ressorts d'amortisseur. Ou alors j'ai carrément des lames de ressort. Voilà des grosses lames ici. Donc ce genre d'acier là, c'est de l'acier de récup. Donc ce n'est pas la même chose que l'XC75, mais ça reste un petit peu dans la même famille. Un acier que je peux tremper moi-même et travailler.
donc je peux venir forger. Et pour la petite anecdote, donc parmi ces lames de ressort, il y a les lames du pick-up de Jesse. Donc le pick-up de Jesse il s'appelle Rambo, c'est son nom, son petit nom. Et du coup, comme j'ai les lames de ressort de Rambo, est-ce que si je fais un couteau là-dedans, est-ce que ça sera le couteau de Rambo? Donc c'est la grande question. Voilà, ici il y a aussi des lames que mon cousin Cyril, qu'on a déjà vu en bivouac, m'avait amené. Donc je passe le bonjour à Cyril et à Jess. Voilà, et pour le reste ici, dans l'acier de récup, comme je vous le disais, il y a de l'acier doux ici avec du fer à béton, ou un petit peu des... Par exemple là j'avais récupéré ça sur un tonneau, je m'en suis servi pour venir cercler ici. Donc pour éviter que ça vienne fendre, d'ailleurs j'ai bien fait parce que ça commençait un petit peu à fendre, du coup ça maintient ça. Après j'ai récupéré aussi des lames de scie circulaire. Donc ces lames là qui pour l'instant servent en partie à rien et en partie à la déco, peuvent servir pour faire des couteaux. Donc c'est aussi un acier qui permet ça. Parce qu'en fait en gros on va avoir, pour généraliser, pour simplifier, on a de l'acier qui ne permet pas de prendre la trempe. Et de l'acier qui permet d'être trempé. Voilà, pour vraiment très schématiser fortement la chose. Donc au début moi j'avais réalisé mes premiers couteaux dans de l'acier qui ne prenait pas la trempe. Donc on peut voir par exemple l'Alp Finder, donc je vous mets un petit lien et une petite fiche. Et l'Alp Finder, donc qui était pas tout à fait mon premier couteau, parce que j'en avais fait un autre que j'avais trempé dans une grotte. Donc pareil, je vous mettrai le lien dans la description. Et j'étais assez content du résultat à l'époque, mais en fait c'est de l'acier qui va, donc il va raser, si vous voulez, ça va marcher. Mais dès qu'on vient s'en servir, en fait, plus ou moins, dès les premières coupes, ensuite il coupe plus, quoi. Donc c'est quelque chose qui n'est pas adapté pour faire des objets tranchants, tout simplement. Donc pour ça, il faut que l'acier prenne la trempe, comme on dit. Donc ce qui est le cas, par exemple, des lames ici de ressort, ou des ressorts qu'on a vus, de l'acier que je travaille, ce genre de choses. Et voilà pour les premiers couteaux que j'ai réalisés. Donc celui-là j'avais fait une vidéo, c'est un Mokotogan, ou Mokotogan, je sais plus comment ça se prononce, c'est un couteau roche amérindien. Donc celui-là je l'avais réalisé, j'avais même fait une petite vidéo, je vous mettrai la fiche ou le lien dans la description. Donc ça je l'avais réalisé à partir d'une clé plate. Donc du coup ça fonctionne un petit peu, mais bon là ça coupe si on sent sous le doigt. Mais comme c'est de l'acier donc qui n'est pas fait pour, ça ne devrait pas trancher très longtemps. Donc c'est le cas pour tous les couteaux qu'on peut voir ici. Donc ils fonctionnent tous. J'ai déjà bâtonné avec, ce genre de choses là. Seulement ouais, au niveau du maintien du tranchant, c'est pas exceptionnel. Et ici on a donc mon premier, on va dire, vrai couteau typé bushcraft. Donc je l'avais appelé le Jubac One. Donc Julien Bushcraft Alpin Knife numéro 1. Je m'étais régalé, j'avais fait un manche en Cotibé que j'avais récupéré dans une menuiserie avec le logo que j'avais gravé avec l'électrolyse. Donc voilà, je m'en suis servi quelques fois, on peut voir. Hein. Et bon, ça fait pas mal, hein. Mais bon, pas très longtemps, on va dire, voilà, pour simplifier. Ça marche, mais pas longtemps. Ensuite, il suffit de le réaffûter, mais bon, c'est pas l'idéal. En tout cas, on peut voir là 3 mm d'acier. Donc en fait c'est la même plaque dans laquelle j'avais réalisé ceux qui sont en dessous. Donc ça c'est le Jusula. Donc j'avais m'étais basé sur l'Isula de SI. Et là on peut voir déjà avec mon logo ici. Donc mon idée c'était de faire un Isula avec plaquettes en bois et puis les moutures style scandinave. Et je m'en étais servi dans un bivouac d'ailleurs. Donc pareil, à chaque fois je vous laisse les liens dans la description des vidéos dont je parle. Là j'avais fait un petit peu un manche un petit peu ergonomique. Bon, ça marche pas mal. Hein. Voilà, et enfin l'Alp Finder. Donc l'Alp Finder c'est le couteau, j'avais fait une vidéo. D'ailleurs c'est la vidéo la plus vue de toute celle de ma chaîne. Donc, avec manche en buis. Donc j'avais fait toute une vidéo de fabrication. Avec un peu des outils communs, donc pas de backstand, c'était tout les moutures faites avec la lime, ce genre de choses. Donc si ça vous intéresse, pareil, je vous mets le lien dans la description.
en 3 mm. Donc pareil, j'avais fait un bivouac avec. Le bivouac en fond de bonheur, bivouac bushcraft en fond de bonheur. On avait fait une fondue, je me rappelle bien. Donc voilà, hein, ça fonctionne. Et encore une fois, c'est pas l'idéal au niveau du type d'acier. Et bon, pour s'amuser, se faire la main, ce genre de choses, et ben ça fait. Donc voilà, ma petite collection de mes premiers couteaux. Et c'est celui-ci que j'avais trempé dans la grotte. Et voilà pour ma petite collection des premiers couteaux. Voilà, ces quelques couteaux, donc les premiers réalisés. Donc beaucoup de temps passé, avec un grand plaisir à les réaliser. Donc étant amoureux des couteaux depuis très longtemps, ça m'avait fait très plaisir de pouvoir en fabriquer. Donc c'est des couteaux qui sont dans un tiroir, mais que en fait en les ressortant aujourd'hui, je me dis qu'ils auraient peut-être la place sur le mur de l'atelier, donc ça pourrait être peut-être pas mal de les exposer ici. Et au passage, je vous présente ma petite forge. Donc voilà, c'est vraiment pas grand, mais c'est une forge que j'avais pris avec les 2 brûleurs ici, au cas où j'ai besoin de pouvoir faire des longues lames. Donc on a une porte à l'avant et une porte à l'arrière également, ici. Donc si j'ai besoin, je peux passer une lame qui ressort, donc je peux potentiellement, dans l'idée, même faire une épée, vous voyez. Je rentre, bon j'enlève les briques, ça me permet d'aller plus loin, de revenir. Donc quelque chose qui chauffe pas mal, qui suffit pour ce que je fais. Et d'ailleurs, moi pour l'instant, j'utilise qu'un seul brûleur, parce que lorsque je viens faire les traitements thermiques, je trouve que c'est plus simple, quoi. En tout cas ça me correspond plus de venir avoir un seul brûleur pour concentrer la chaleur où je le souhaite. Et là par exemple j'ai des lames en cours de forge, donc de temps en temps je viens forger. Donc je pars en fait tout simplement de, si on prend cet exemple là, je pars d'une barre comme ça. Et j'avais fait une vidéo de forge d'un nabou, donc je vous mettrai l'affiche et le petit lien. Donc pour le nabou par exemple que j'ai forgé dans la vidéo, je suis parti directement d'une barre comme ça. Je suis me forger en tenant d'ailleurs la barre au début, avec le gant bien sûr. Et par exemple ici, là je suis parti un peu en freestyle, je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc j'en ai absolument aucune idée, ou ça je ferais une soit traversante, j'en ai absolument aucune idée, ça c'est le genre de choses que je fais complètement au feeling. Un petit peu, je me laisse guider par le son du marteau, je tape un petit peu au hasard, quoi, au hasard. Je tape pour faire des formes sur le tas, c'est ce que j'avais fait d'ailleurs sur le servi, le couteau le servi, ce genre de choses là. Donc voilà, de temps en temps je me forge un petit peu des lames et d'autres que je travaille en enlèvement de matière. Et voilà le pied de l'étau dont je vous parlais. Donc j'avais fait une vidéo complète pour les personnes que ça intéresse. Donc au départ j'avais simplement l'étau et je suis venu réaliser tout le pied. Donc c'est un étau de forgeron de 50 kg. Et tant qu'on y est, on va continuer le tour des matériels de forge. Donc là j'ai quelques marteaux. Et la pince ici, cette partie dont je me sers dans l'enclume. Ensuite, je vais avoir donc là une petite déco, des pinces ici. Voilà, quelques pinces. Une enclume, donc qui appartenait à mon grand-père, donc qui a teinté depuis très longtemps et qui continue de teinter. Donc on va voir un petit peu au niveau des inscriptions qu'on peut retrouver dessus. Donc c'est une enclume qui a été fabriquée en 1929. Et ensuite quelques marteaux que je suis venu placer ici autour de mon support pour l'enclume. Quelques beaux marteaux, dont celui-ci qui m'a été donné par Damien. Donc salut à Damien. Donc ton marteau sert et teinte bien sur l'enclume. Voilà, la journée commence en répondant aux messages et aux mails. Donc comme je l'ai déjà expliqué dans les différents vlogs, je prends quelques minutes pour grouper un petit peu les réponses. Donc je viens un petit peu, quelques dizaines de minutes sur le PC pour répondre un peu aux mails, aux messages sur la page pro et aux commentaires de YouTube. Donc n'hésitez pas à venir consulter la page ici sur Facebook ou m'envoyer un mail à julientexcoutelier@outlook.fr, voir un petit peu ce que ça peut donner pour les couteaux. Bon, j'étais en train de travailler le cuir et j'ai reçu un petit colis, le facteur est passé.
Donc c'est un colis de Tonton Bushcraft, donc de David, qui fabrique des Fire Steel ici, donc il fait les manches. Et du coup, je tiens à signaler qu'il m'a pas du tout demandé de faire de vidéo ou quoi que ce soit. Mais je trouve que David a l'air sympa et que son travail mérite d'être vu. Du coup, je vais vous le présenter rapidement ici. Et je vais faire une petite vidéo short de l'unboxing. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne dedans. Voilà, comme je vous l'avais déjà montré dans un vlog pour les vidéos short, unboxing ou ce genre de choses. Je me mets ici, donc là j'ai mis par exemple mon tablier. Et ensuite j'ai mon téléphone qui est mis ici. Et je filme avec le téléphone puisqu'il faut que ce soit en format téléphone pour les shorts. Donc voilà, rien de trop spécial. Donc, je vais faire le petit unboxing que vous retrouverez également en short sur YouTube. Voilà, donc là, comme on l'a vu tout à l'heure, le Fire Steel que m'avait fait David. Et voilà le nouveau. Donc un très gros et très beau Fire Steel. Donc qui a été façonné par David. Avec ici du bois de serre. Donc voilà un Fire Steel qui est bien généreux niveau dimension. Voilà, ensuite on a donc une barre qui fait à peu près 13 mm de diamètre, du bois de serre ici, un sifflet, un bloc corde avec de la paracorde, ici un petit chou qui vient s'ouvrir et se fermer, et le grattoir. Donc voilà, il n'y a plus qu'à essayer tout ça dans les bois. Donc merci David, quand tu regarderas la vidéo, pour ce beau travail. À quelques jours près, j'aurais pu faire la vidéo du défi Bushcraft numéro 3 avec le gros Fire Steel, donc que j'avais fait avec celui-ci. Donc n'hésitez pas à aller visionner la vidéo si ça vous intéresse pour venir relever le défi. Mais voilà, ça crache. Bon, comme le Fire Steel est un peu gros pour être mis dans la poche et qui va être trop gros pour porter la petite sacoche que j'ai ici, voilà comment je vais le mettre. Je vais venir le placer à la ceinture directement ici. Donc ça va parfaire mon kit que j'ai lors des bivouacs avec la hachette, le Fire Steel, mon Tex ici, la petite sacoche dans laquelle j'avais un Fire Steel, un petit briquet et des allumettes. Donc voilà, ça me fera un petit Fire Steel là-dedans, un Fire Steel avec le couteau là. Et celui-ci, donc là je l'ai attaché avec directement la paracorde qu'il y avait avec le petit accessoire qui permet ici de serrer. Donc voilà, prêt pour de nouvelles aventures. Pour ceux qui ont suivi dans le vlog précédent, je suis en train de remplir ce sac pour faire une cible de tir à l'arc avec du plastique. Du coup là, j'ai récupéré un petit peu de plastique qui est en train de sécher ici parce qu'il était mouillé. Et j'ai pareil dehors, encore du plastique qui sèche. Donc ça devrait suffire cette fois pour finir la cible. Sinon voilà, là, je me suis noté pour faire la petite cale pour le Laserman. Donc je vais avoir besoin d'une cale, d'un morceau de bois en fait, qui va me servir à mouler le cuir dessus, qui fait 13 cm ici, 4 cm de large et sur 2,7 cm de hauteur. Donc je vais fabriquer cette cale et ensuite je viendrai placer donc le cuir dessus, le cuir mouillé, pour venir le mouler à la forme. Pour réaliser ma cale, je vais venir prendre des bouts de contreplaqué. Donc je vais venir superposer, coller ensemble. Bon, je vais faire grossièrement à la taille, je ne vais pas prendre tout ça, je ne vais pas couler tout ça. Je vais faire un rectangle un petit peu plus grand que ce que j'ai prévu. Je vais les coller ensemble jusqu'à avoir l'épaisseur que je souhaite. Donc ici 2,7 cm. Donc je vais venir superposer ça jusqu'à ce que j'ai le nombre de couches suffisant. Une fois que ce sera tout collé ensemble, que ce sera bien pris, je viendrai couper à la bonne dimension, donc ça, à savoir 13 sur 4, et ça me fera ma cale pour venir mouler mon cuir. Donc avec ce morceau là je suis à 13 mm, donc je vais couper deux bouts du même finalement, que je vais coller ensemble, ce qui me fera 26 mm. Il me manquera donc 1 mm à rajouter pour être pile poil à la bonne épaisseur. Voilà, je vais venir me couper la cale, donc j'ai fait des traits un petit peu plus grands que la taille définitive.
Voilà, je vais me préparer ça tranquille. Et ensuite, une fois que je les aurai collés, je ferai la taille pile poil. J'ai mené les petits à l'école là, et il pleut bien là, comme on peut le voir sur la vitre. Et du coup, je vais aller faire ma petite marche matinale sous la pluie. Donc en fait, ça fait partie, déjà c'est agréable je trouve, parce que quand il pleut, je trouve que la nature, elle a des couleurs qui sont bien marquées, bien présentes. Du coup, voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. Et en fait, j'ai tendance à faire les mêmes choses qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, en fait, au final, sur la marche ou ce genre de choses. Et en fait, c'est exactement la même idée que quand on va en bivouac. Donc, quand on va en bivouac, on prévoit une date. Et ensuite, on y va, même qu'il pleuve ou pas. Donc, assez récemment, un bon exemple, c'était le bivouac qu'on avait fait avec Yann de la tribu des Bois, au mois de novembre, où on avait passé 100% du bivouac sous la pluie. Donc c'est pas grave, hein, ça fait partie des choses. Et au contraire, ça apporte une petite touche d'aventure supplémentaire, je trouve. Et du coup, c'est super intéressant parce que tout ce qu'on fait comme choses lors du bivouac quand il fait beau, c'est des choses en fait qu'il faut faire un petit peu différemment quand il pleut. Donc au niveau de comment placer son abri, justement, et l'abri, donc il arrive qu'on mette des tarpes en fait au cas où, ce genre de choses, mais qui souvent ne servent pas s'il fait beau, à part à protéger un peu des feuilles qui tombent ou des petites branches ou quoi que ce soit. Mais quand il pleut, c'est là qu'on voit vraiment toute l'utilité évidemment de l'abri, et le placement de l'abri aussi, à quel endroit est-ce qu'on le met. Par exemple, on se dit tiens, voilà, cet abri il est très bien sur le papier, et puis en fait si on le met sous la pluie, on se rend compte qu'en réalité il fallait le mettre un peu plus bas, un peu plus haut, tirer le pan un peu plus pentu, ce genre de choses là. Et du coup moi je trouve ça très intéressant d'y aller dans toutes les conditions. Donc là on voit vraiment l'utilité des choses, et on peut pas entre guillemets faire les choses à l'arrache, puisque sinon on va passer la soirée et la nuit tout trempé. Donc voilà, et ensuite ça me mène aussi à une autre réflexion sur les vêtements, puisqu'en réalité donc c'est une chose dont j'ai parlé pas mal avec Yann d'ailleurs, au niveau des vêtements. En fait, par exemple là j'ai cette veste, donc c'est une veste qui est censée être imperméable, qu'on peut utiliser sous la pluie, etc., etc. Mais en réalité, en fait, je trouve que tous les vêtements de style un peu de tissu comme là, en fait, c'est pas l'idéal, parce que au final, j'ai un bon exemple avec les ponchos. Donc moi, j'avais un poncho premier prix qui était une sorte de plastoc un peu, une sorte ouais, on va dire du plastique pour résumer. Et ce poncho là passe pas l'eau. Donc du coup je me suis dit que c'était intéressant, que ça passait pas l'eau, machin. Mais un jour il s'est déchiré. D'ailleurs depuis je l'ai repris et je l'ai scotché, tout ça. Donc c'est le poncho que j'ai dans le fameux bivouac dont je vous ai parlé avant. Mais c'était un poncho qui passe pas l'eau. Et comme il était déchiré, j'avais pris une pèlerine. Donc quelque chose on va dire un peu plus sophistiqué, où on peut mettre les bras et tout, qui est dans une matière un petit peu comme ma veste là. Et en fait, ça finit par passer l'eau. Donc au final, on porte un vêtement qui est censé nous protéger de la flotte, et en réalité finit par passer l'eau. Donc en fait, ça m'a mené à une réflexion, et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment utile à ce moment-là de prendre un vêtement anti-pluie si ça finit par passer l'eau? En fait, ça sert à rien, quoi. Donc en fait, on finit par trimballer quelque chose en plus qui sert à rien au final au niveau de la pluie, à part là par exemple cette veste là, par exemple là voilà, je sors de la voiture, je mène les petits à l'école, je reviens dans la voiture, une petite pluie fine, ce genre de choses, ça suffit largement, hein. Et moi je parle vraiment de passer tout un bivouac sous la pluie,
ou alors dans une rando ou un rando-voie, passer tout le rando-voie sous la pluie, aller marcher sous la pluie, ce genre de choses là. Donc là ça devient problématique parce que à moins que mes vêtements soient pas assez haut de gamme, peut-être que dans les vêtements plus haut de gamme ça passe pas l'eau, mais en tout cas dans ceux que je porte, et ben ça, voilà, il y a un petit souci de, on va dire, de performance par rapport à ce que c'est censé faire. Et du coup là on va voir, par exemple là je vais aller marcher sous la pluie avec un vêtement de pluie qui était à mon père et qui ben, du coup c'est plus une sorte de, comment on pourrait dire, de ciré, qu'on va voir ça. Et ça passe pas l'eau. Et du coup ben voilà, pour les bivouacs et compagnie, moi je préfère largement prendre un truc ben, plus lourd, plus costaud, qui va pas passer l'eau et qui va aussi résister aux griffures des branches, ce genre de choses là. Donc c'est avec ça qu'on va aller marcher. Donc voilà, je suis curieux de voir votre retour un petit peu par rapport à ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire un peu bah, ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des vêtements, on va dire techniques, voilà, on va appeler ça technique, plus typé tissu et qui passent pas du tout l'eau? Mais à ce moment-là, peut-être qu'il faut taper dans du haut de gamme ou des trucs comme ça. Mais voilà, moi après, bon, comme on l'a vu dans un autre blog, je cherche pas forcément absolument la légèreté. Je préfère un peu quand c'est plus costaud et robuste. Après, je fais attention au poids juste pour les rando-voies ou les grandes randos. Mais sinon, pour tout le reste, je préfère quelque chose qui soit costaud et efficace. Donc là, c'est ce qui va être le cas avec le petit genre de ciré qu'on va voir. Donc voilà, je vais mettre ça et puis on va voir ça ensemble. Donc dans les commentaires, voilà, j'ai pas fini ma phrase. Dans les commentaires, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Si vous êtes plutôt dans l'équipe costaud qui passe pas l'eau, quoi, ou alors plus léger pour une petite plus fine. Mais bon, au final, par exemple, j'avais fait aussi un rando-voie avec Jessie, où j'avais ce type de veste que j'ai là, et j'avais fini complètement trempé. Donc du coup bah, limite la veste bah, je l'ai portée pour rien finalement, quoi. Voilà. Allez, laissez-moi un petit commentaire là-dessus, on va voir ça ensemble. Voilà ce dont je vous parlais. Donc là c'est on va dire le ciré qui était à mon père. Donc bah là c'est ouais, un genre de plastique, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Et ça bah, pour le coup bah, ça passe pas du tout l'eau. Donc on le met, il n'y a pas d'eau qui repasse à l'intérieur, quoi. Tandis que là une sorte de tissu, donc bah, c'est ouais, c'est plus même au toucher, regardez, écoutez, voilà, là c'est plus léger, c'est plus technique, c'est plus on va dire agréable à porter, tout ça, mais ça finit par passer l'eau, tandis que là pas du tout. Donc je vais mettre ça et puis je vais partir dans la forêt. Voilà ce que ça donne. Donc ça passe pas l'eau, hein. Ça vient tranquillement ruisseler dessus. Bon. Du coup c'est chouette, dessous j'ai une couche bah, assez chaude. Du coup bah, ça me permet de garder la chaleur sans être mouillé. Et ensuite aussi par rapport à ça, je m'étais posé la question par rapport au poncho qui était en plastique, quoi, en matière un peu comme ça, en ciré, quoi. Et je me suis dit ouais, mais comme c'est pas du tissu micro-aéré, on finit par avoir chaud et tout ça. Mais en réalité, là c'est ouvert en bas. Du coup il y a quand même la transpiration, tout ça qui peut s'évacuer, puisque dans un poncho on est tout ouvert. Donc voilà, ma petit retour d'expérience, on va dire, par rapport à tout ça, par rapport au bivouac sous la pluie. Donc on a passé beaucoup de bivouacs sous la pluie, à un hamac par exemple, et même au sol. Donc pour l'instant ça s'est toujours bien passé. Voilà, je profite de ce petit moment en solo avant de repartir en direction de l'atelier. Je vais vous montrer un petit peu le ruisseau et le joli décor matinal.
y est, je suis arrivé à mon point culminant. Donc là je redescends en direction de l'atelier. Donc pour résumer un petit peu ce que je vous ai dit avant, mettez dans les commentaires équipe technique ou équipe rustique. Voilà, comme ça c'est plus simple. Donc équipe rustique pour le genre de matos costaud qui craint pas grand chose et qu'on peut gratouiller dans les branches, ce genre de choses. Et équipe technique pour les matériaux on va dire plus modernes et qui vont être plus légers, ce genre de choses là. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser équipe technique ou équipe rustique pour voir un petit peu ce que ça donne et on pourra toujours en discuter dans les commentaires. Voilà, à savoir que perso, j'ai rien contre le technique ou le rustique d'ailleurs. Ça dépend un petit peu des situations. L'autre, c'est juste que je trouve en tout cas que pour des bivouacs sous la pluie, c'est bien plus adapté ce genre de gros cirés. Donc voilà, allez à vos commentaires. Voilà, j'ai terminé la cale, donc aux bonnes dimensions. Comme on peut le voir, ça correspond à peu près à la pince ici. Donc ensuite ça va venir se placer sur l'étui. Et donc j'ai laissé une petite marge tout simplement parce qu'ensuite il va y avoir le rebord qui va être donc cousu ici pour que ça tienne dessus. Donc ça va faire une belle sacoche dessus pour venir placer ça. Et je ferai le rabat qu'ensuite, une fois que j'aurai tout ça mis en place à peu près, pour pouvoir mesurer directement dessus. Donc je teinterai tout ça et ensuite une fois que ça sera mis en place, je viendrai voir pour le rabat pour le faire sur mesure. Et pour la suite, donc là je suis venu faire un petit essai avec du papier, donc ça fait quand même une grosse pièce de cuir à couper, juste pour faire la petite sacoche. En fait ça représente pas mal de matière puisque ça va venir prendre cette place et ensuite il faut qu'on ait le rebord suffisamment grand pour pouvoir le coudre, mais aussi pour pouvoir venir le clouer ou l'agrafer sur le bois. Donc en fait c'est ce que je vais faire, je vais venir faire comme ça avec du cuir bien sûr à la place du papier et ensuite je viendrai clouer ou agrafer ici, donc le cuir mouillé qui sera moulé et ensuite je laisserai le temps qu'il faudra pour que ce soit bien sec et une fois que ce sera sec j'enlèverai les clous ou les agrafes et j'aurai ma pièce de cuir toute moulée que je n'aurai plus qu'à recouper les bords bien propres pour pouvoir venir la placer sur l'étui. Voilà, donc là je suis en train de mouler le cuir pour lui faire prendre la forme de ma cale. Donc je l'ai fixé un petit peu sur le bout de bois. Là j'appuie pour venir, donc là c'est la partie la plus délicate ici puisque ça vient s'arrondir sur le dessous. Donc je vais mouler, de temps en temps je remouille jusqu'à ce que j'obtienne la forme que je veux. Et une fois que j'aurai toute la forme, je viendrai la sceller en venant planter des petites agrafes tout le tour ici. Puis je laisserai sécher tout ça. Je continue à mouler le cuir pour la sacoche. Donc là ici je me sers d'un bout d'os, ou alors j'ai mon bout de bois ici. Donc là je viens faire les contours ici. Donc voilà à quoi ça sert le tannage végétal. Donc si on a un cuir qui est en tannage au chrome par exemple, ça ne va pas fonctionner. Donc il faut un tannage végétal pour pouvoir venir le mouler et pour pouvoir réaliser des repoussages dessus. Donc voilà, ça ce sera donc le bas de ma sacoche pour le Laserman. Et ensuite donc là on voit qu'on prend pas mal de matière au final pour venir faire la forme. Et ensuite je viendrai couper bien propre ici, comme il faut tout autour. Donc il faut laisser un peu de marge pour pouvoir venir l'agrafer ou le clouer. Voilà, une fois que j'aurai vraiment bien fini, que je serai content de mon moulage,
je le laisserai sécher. Donc après, ça dépend, on peut le laisser sécher un jour, 2 jours, peu importe le temps qu'on veut le laisser. En fait, il n'y a pas de limite, on peut le laisser même sécher très longtemps si on veut. Mais dans l'idée, en fait, une fois que ça sera sec, ça va plus bouger, donc ça va garder cette forme. Et pour le teinter, de toute façon, il faudra attendre que ce soit bien sec. Donc moi, je vais le laisser suffisamment de temps pour que ce soit bon pour ça. Et voilà comment ça se passe pour venir mouler le cuir. Ça y est, j'ai pu terminer la cible. Donc je viendrai rajouter des petits points un peu par-ci par-là pour tirer dessus. Mais voilà ce que ça donne au niveau de la taille. Donc c'est pas mal. Donc là je suis venu fermer avec des serflex. Voilà, c'est assez compact. Donc j'ai fait un petit essai. Je vais me placer environ à 5 mètres. Et je vais tirer avec l'arc à poulie réglé à 45 livres. Voir un petit peu ce que ça donne, si ça stoppe bien les flèches. Bon, il reste à bien régler le viseur. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne. Ça n'a pas du tout traversé. Donc ça semble correct au niveau de la capacité à bloquer les flèches de la part de cette cible. Et voilà ce que ça donne pour l'enlever. On va voir un petit peu de combien c'est enfoncé. Voilà, ça s'enlève plutôt facilement. Donc c'est validé pour l'instant. On verra le temps que ça dure, mais bon, en tout cas c'est bien parti. Bon, après avoir bien travaillé sur le cuir ce matin, là, je suis en forêt, donc je vais en profiter pour tourner une petite vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube qui concerne le montage d'un tarp. Et également, je en profite pour finir le short que j'ai réalisé sur l'arc à poulie. Donc ici, j'ai mené ma cible. Donc je vais faire quelques petites séquences pour finir le short. Et j'ai également filmé ici le Fire Steel. Donc je vous ai dit que je faisais un petit short dessus. Donc je vais en profiter. Et je vais tourner ces petites vidéos tranquilles, tout seul dans la forêt. Voilà, je me régale. Là, je viens de finir le short du Fire Steel et de l'arc. Donc je vais poser, comme d'habitude pour le short, juste le téléphone ici. Donc là, je viens de faire un tir de une bonne quinzaine de mètres là-bas. Je vais vous en montrer un petit et puis je continue la suite. Bon, comme je passe de vidéo short à vidéo standard YouTube jusqu'au vlog, des fois je sais plus trop où j'en suis. Du coup, comme m'a dit Yvan, c'est comme Clark Kent. Donc là, j'ai pas les lunettes comme je tourne les vidéos standard. Et quand je fais les vlogs, j'ai les lunettes. Donc vous me reconnaissez pas. Ah, il se met à neiger tranquillou. Je sais pas si vous voyez. Il y a quelques flocons qui arrivent tranquillou. Voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo de vlog numéro 5. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, la partager, la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre les prochains vlogs. En espérant que ce partage vous ait plu. Merci et à bientôt.